allez-vous? Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8, et que vous dire, si ce n'est que vous avez fait un excellent choix, puisque l'espace d'une petite heure, nous allons ensemble parler de bien-être, de notre bien-être, au travers alors d'un sujet universel qui nous concerne tous, qui nous enflamme autant qu'il nous tourmente. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de sexualité et plus précisément de votre sexualité, messieurs, de la sexualité masculine, car finalement, que sait-on de votre sexualité? Que sait-on de la manière dont vous appréhendez, dont vous ressentez, dont vous percevez votre sexualité? Difficile de savoir pour nous les femmes, tant parfois vous faites, allez, on va dire une rétention d'informations. Tiens, par exemple, c'est vrai de la sexualité féminine, on en parle davantage tout simplement parce que les femmes se confient, en parlent aussi plus facilement, plus librement, plus aisément, mais aussi plus sincèrement, à la fois de leur plaisir, mais aussi de leurs difficultés. Alors tiens, imaginons, si les hommes venaient à s'exprimer en toute sincérité, en toute intimité, que diraient-ils de la manière dont ils vivent leur sexualité? Ils paraissent, alors c'est vrai en général, sûrs d'eux-mêmes, gagneurs, triomphants, sans faille et sans reproche. Qu'en est-il réellement? Que ressentent-ils? Quelles sont leurs pensées, leurs aspirations, mais aussi leurs problèmes les plus intimes? Voilà ce dont nous allons parler ensemble l'espace d'une petite heure. Tout d'abord aux côtés de Maïté Sauvé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheuse en neurosciences, vous enquêtez depuis des années sur la satisfaction et notamment sur la satisfaction sexuelle. Résultat de vos recherches, eh bien ce livre, puisque vous êtes intéressé à la sexualité masculine, de l'insatisfaction masculine, les hommes sont-ils heureux? C'est aux éditions Jouvence. Alors de ce sujet, on en parle aujourd'hui, puisque vous avez mené une véritable enquête de terrain. À l'issue de cette enquête, un constat, beaucoup d'hommes seraient insatisfaits, mais n'oseraient pas l'exprimer. Alors pourquoi cette insatisfaction et aussi pourquoi l'occulter? On va en parler plus longuement dans quelques instants à vos côtés. Puis pour mieux connaître nos partenaires, leurs envies, leurs plaisirs, leurs souhaits, mais aussi leurs angoisses, et participer bien à notre manière, nous les femmes, à leur épanouissement sexuel, les conseils avisés du docteur Gérard Leleu. Bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Médecin, sexologue, auteur de nombreux livres en matière de sexualité, parmi lesquels ceux-ci dont nous allons parler aujourd'hui. Comment le rendre fou, entre parenthèses, de vous, parce que c'est quand même l'objectif. C'est pas l'objectif, c'est pas d'aller papillonner. C'est aux éditions Le Duc, les caresses magiques que chaque femme devrait connaître. Et également, l'homme nouveau, expliquer aux femmes tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le premier sexe sans oser le demander. C'est aux éditions Le Duc. Alors vous allez être tous les deux particulièrement complémentaires. Maïté Sauvé, vous allez vous adresser plus particulièrement aux hommes. Vous allez les aider à faire tomber l'armure, puisque finalement virilité, masculinité, sensibilité ne sont pas totalement antinomique. On va en parler pendant toute cette émission. Et docteur Leleu, vous allez vous adresser peut-être plus particulièrement aux femmes. Un seul mot d'ordre, si on suit vraiment l'introduction de votre livre, vraiment la dynamique est donnée, le ton est donné, puisque vous dites oui aux femmes actives au lieu de ces trop nombreuses occidentales qui attendent passivement que des mâles dévoués les prennent en main sans vouloir mettre la main à la pâte. Tout un programme, on va en parler dans quelques instants. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs aujourd'hui, puisque si vous suivez l'émission à 10h en ce moment même, nous sommes en direct. Le principe, c'est l'interactivité. Vous pouvez donc intervenir à tout moment pendant l'émission. Êtes-vous comblé sexuellement? Avez-vous le sentiment d'être vraiment intimement comblé sexuellement? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne l'êtes pas? Qu'est-ce qui vous manque? Que faudrait-il? Qu'est-ce qui vous en empêche? Eh bien, vous nous appelez au 01 46 96 43 64. Voilà, on attend votre appel, le numéro va s'afficher en bas de l'écran. Alors Maïté Sauvé, on va commencer avec vous. On va revenir sur cette enquête que vous avez menée, une véritable enquête de terrain, avec pour angle la satisfaction sexuelle des hommes. Alors, spontanément, on se dit chercheuse en neurosciences. Qu'est-ce qui fait qu'on en vient à s'intéresser à la satisfaction sexuelle des hommes? Et surtout, qu'est-ce qui a fait aller office de déclic? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous poser cette question, à savoir, les hommes sont-ils heureux en matière de sexualité? C'est-à-dire qu'en fait, comme je suis scientifique, j'ai commencé, comme un certain nombre de femmes, à une époque où il y avait très peu de femmes dans les milieux masculins. Et avant, j'étais pas chercheur en neurosciences, j'étais dans l'électronique de défense, etc. Donc, il y avait à peine 1% de femmes. Et vous étiez bien entourée déjà?
Oui, certes. Pour mener l'enquête, hein, il y avait un bon profil masculin. C'est-à-dire que justement, je me demandais même comment m'introduire dans ce milieu masculin et y trouver ma place. Hein. Et d'abord, je me suis dit que je ne concéderais pas un pouce à ma féminité. J'allais pas laisser me pousser la moustache ou mettre des baskets comme beaucoup de femmes qui rentraient à l'époque dans le milieu masculin. Et les hommes sont venus me parler, sans que je leur demande quoi que ce soit d'ailleurs, parce que j'étais une femme et que j'essayais de rester féminine, enfin bref. Et au début, ils parlaient de leur travail, de leur insatisfaction dans le travail. Alors là, déjà, j'étais très étonnée parce que je pensais que les hommes étaient heureux dans un monde où ils paraissaient privilégiés. Et puis finalement, du travail, on en est venu à des aspects personnels. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, ça s'est développé. Puis tout mon entourage, même amical, était fait beaucoup d'hommes, puisque quand on est dans un secteur, on rejoint beaucoup les amis dans les, comment dire, les foyers d'étudiants, etc. Tout ça, c'était très masculin, quoi. Donc, j'ai écouté, j'étais très surprise, et puis j'ai commencé à collecter les réactions masculines, et ça sur plus de 20 ans, finalement. Et alors, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des constantes, et surtout une insatisfaction et une difficulté à être un homme. C'est-à-dire que j'ai réalisé qu'il fallait tout le temps assurer, déjà. Et ça, c'était le très gros problème. Et j'avais jamais réalisé ça, par exemple. Assumer, assurer le culte de la performance. Et en matière de sexualité, encore davantage. Donc, on en parle aujourd'hui de ce sujet, de votre enquête. Tout simplement parce qu'à l'issue de cette enquête, un constat, les hommes seraient insatisfaits, enfin pas tous, hein, cela dit, hein, beaucoup d'hommes sont insatisfaits, c'est ce que vous dites, mais n'osent l'exprimer. Alors qu'est-ce qui vous fait justement dire que les hommes ne sont pas si heureux qu'ils veulent bien le laisser paraître? Bien parce que régulièrement j'avais des expressions d'hommes qui disaient que ils avaient des problèmes, ils se posaient des tas de questions sur la façon d'aborder une femme, et puis déjà les premières expériences amoureuses, hein, eh bien beaucoup d'hommes rencontrent l'impuissance et l'éjaculation précoce alors qu'ils pensent qu'ils vont être aventureux, conquérants, etc. Et en fait, en pratique, ils se connaissent pas la femme, et surtout gérer son propre corps, et ça demande une connaissance de soi et de ses émotions qu'on n'imagine pas en fait au départ. Bon, et moi, en tant que femme, je croyais à cette image de l'homme traditionnel qui va être capable d'assurer, évidemment, qui est dans la performance finalement. Quand la société l'impose finalement, virilité, masculinité. Exactement, et comme toutes les femmes à l'époque, je croyais que l'homme, enfin les pannes, je savais même pas ce que c'était, enfin je comprenais même pas le sujet. Et puis, eh bien, en entendant les hommes s'exprimer, je me suis rendu compte que finalement, sans arrêt, ils se posaient des questions. Quand ils allaient vers une femme nouvelle, ils avaient l'impression de passer un examen de passage. Et même ceux qui sont dans l'image, on dirait traditionnelle, hein, eh bien finalement, ils sont pas si satisfaits que ça parce que ils osent pas aller dans leurs émotions, par exemple. Et j'ai découvert que le niveau de plaisir des hommes était nettement en dessous de ce qu'ils pouvaient attendre. Je me suis rendu compte finalement ils n'avaient pas tellement de plaisir et beaucoup n'en étaient pas très conscients, ou ils deviennent conscients avec le temps quelquefois. Et même, vous le dites dans votre livre, les techniciens du sexe. C'est-à-dire que vous donnez différentes catégories, hein, donc on va commencer un petit peu à faire du concret. Oui. Vous parlez des techniciens du sexe. Alors eux, c'est extraordinaire, c'est-à-dire la technique, ils maîtrisent, leur partenaire mais alors là, c'est vraiment est aux anges, hein, c'est-à-dire paroxysme du plaisir. Eux sont très techniques, mais finalement, la notion de plaisir, il y a une sorte de frustration. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'intéresser à faire réagir la femme et à avoir une excitation par ce fait. Mais c'est une excitation, je dirais, un peu voyeuse. Enfin, ils vont regarder la femme jouir et ça va leur donner une satisfaction, ça va les exciter finalement. Mais ils vont être pas tellement dans les sensations et pas tellement dans les émotions. Et finalement, certains, au bout d'un certain nombre d'années, m'ont dit qu'ils se posaient des questions sur leurs propres sensations, puisqu'ils voyaient des femmes réagir très fort, mais eux, finalement, dans le même temps, ils ne réagissaient pas aussi fort. Ils vont avoir une sensation de plaisir, évidemment, importante au moment où il faut, je dirais, mais n'accompagne pas obligatoirement la satisfaction. Voilà, ça veut dire quoi, finalement, être satisfait sexuellement? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ces hommes-là ne décrivent pas un plaisir, par exemple, qui va les prendre des pieds à la tête. C'est souvent quelque chose de rapide, de superficiel, c'est un plaisir qui monte très fort et qui descend comme un feu de paille. Tandis que les gens qui se disent satisfaits, en fait, décrivent un plaisir qui les prend complètement. Eh bien, vous avez des gens, par exemple, qui disent qu'ils n'étaient pas dans le film avant.
Même quand ils faisaient jouir une femme, etc. Et au bout de 20 ans, ils ont compris ce que c'était que d'être dans le film, à condition de désirer, à condition de cultiver le désir, et à condition justement d'être dans leurs sensations. Mais ce qu'on n'explique pas à l'heure actuelle, c'est la signification de ce que c'est que d'être dans ses sensations. C'est de ressentir. Et quand on pousse l'autre à réagir, il y a beaucoup d'hommes, en fait, ne ressentent pas suffisamment. C'est rapide, quoi. C'est rapide et c'est pas... ils vont pas au maximum, loin de là, ils sont peut-être à 10%, quoi. Ce qu'ils décrivent entre ce qu'ils connaissaient avant. Et une fois qu'ils sont satisfaits, ceux qui peuvent faire la différence, parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas la faire. C'est un potentiel qui n'est pas exploité, c'est ça à part entière finalement. Non, qui est exploité, je dirais à 10 à 20%, peut-être dans beaucoup de cas. Les hommes, par exemple, ne dissocient pas souvent éjaculation et orgasme, quoi. On peut avoir beaucoup de plaisir sans éjaculer et beaucoup de déplaisir même en éjaculant, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de sensation, par exemple. Donc on fait une confusion à l'heure actuelle entre la notion d'excitation et d'excitation rapide et la notion de plaisir. Le plaisir, c'est sur la durée et c'est quelque chose qu'on aime cultiver. Alors c'est vrai que c'est un petit peu délicat parce que les hommes parlent très rarement finalement de sexualité, mais alors, vraiment c'est sincèrement, intimement, c'est-à-dire sans mettre le voile, sans passer par la case humour. C'est vrai que d'éjaculation précoce, d'orgasme, les hommes en parlent que très rarement, comme si ça devait être une évidence de maîtriser de manière instinctive, innée, le plaisir et la sexualité, comme si un homme devait déjà maîtriser à part entière, de manière instinctive. Oui, c'est certain, mais malgré tout, moi j'étais très étonnée. Les hommes ont parlé beaucoup plus facilement que ce que j'aurais imaginé, parce que c'est pas moi qui leur demandais de parler. C'est que dans ce milieu justement masculin, ils venaient vers moi, ils n'osaient pas se parler entre hommes. Et quand les hommes ont des situations difficiles à gérer, il y a un moment donné, ils ont besoin de parler quand même. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait des hommes qui allaient très loin et qui se jugeaient aussi très négativement. Par exemple, certains venaient me voir en disant « Oh là là, je change sans arrêt de copine, j'arrive pas à me fixer, je me demande ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe chez moi ?» Ou d'autres qui disaient « Moi, je m'intéresse qu'à des filles très jeunes, il y a que ça qui m'excite, mais ça va pas, il y a quelque chose qui va pas chez moi, et ainsi de suite. » Et des hommes qui s'effondraient en larmes carrément parce qu'il y avait une souffrance en eux qu'ils n'osaient pas exprimer. On va revenir justement sur l'expression de cette souffrance. Quand on est médecin, sexologue, est-ce que les langues se délient davantage dans l'enceinte d'un cabinet, docteur Leleu? Ils viennent moins souvent justement voir le thérapeute. Ils font toujours comme s'il n'y avait pas de problème, sauf vraiment des problèmes très techniques, je veux dire, éjaculation précoce ou impuissance, ou ce que je préfère appeler asthénie sexuelle. Donc ils se confient au thérapeute, mais ils viennent peu le voir, donc ils prouvent déjà qu'ils ont une espèce de pudeur, ils continuent à jouer un rôle, le rôle de dur qu'on leur a toujours obligé à jouer, donc pas de tendresse, pas d'expression des sentiments, pas de demande, donc le secret. Donc il est très difficile d'être un homme actuellement. Alors lorsqu'on parle des hommes en général, il faut nuancer. Je veux dire qu'actuellement on est en transition entre l'homme passé, l'homme ancien et l'avenir, l'homme nouveau. Donc on trouve dans la société des hommes en transition, des hommes nouveaux, des hommes anciens. L'homme nouveau est plus à l'aise avec sa féminité et donc avec la femme. L'homme ancien continue à penser qu'à l'érection, à la bandaison, et c'est comme ça qu'il considère que rencontrer une femme, comme vous le disiez Maïté, c'est un examen de passage. Le mot est très fort, mais c'est juste. Devoir affronter une femme et donc être obligé de bander, croit-il, c'est difficile. Expression de la masculinité aujourd'hui au lit finalement, c'est ça, l'expression de la masculinité infaillible. Ah oui, mais ça a été toujours ça en fait depuis des siècles. Alors pourquoi l'occulter? Est-ce que l'occulter, c'est finalement ne pas s'exposer à sa propre incapacité? Oui. Parce que exprimer justement une insatisfaction, c'est exprimer son incapacité à accéder au plaisir, alors que la société impose à l'homme finalement une quête innée du plaisir. C'est-à-dire que il y a moins d'apprentissage. L'homme n'a pas le droit de parler. C'est pas qu'il a envie d'occulter, c'est qu'on l'oblige. D'ailleurs, moi, j'ai vu beaucoup d'hommes critiquer leur relation à leur père, par exemple. Il y a aussi des problèmes avec la mère, mais beaucoup se positionnent difficilement par rapport à cette éducation de dureté, justement de cassage, je dirais, de la sensibilité. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois que les hommes ne se sentaient pas bien et insatisfaits, c'est que leur sensibilité était très exacerbée et elle n'était pas respectée du tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme a une sensibilité très forte qui gère toute sa vie et ses émotions sont très fortes aussi. Et il a besoin de s'en servir et d'être complètement lui-même dans son identité.
Et pourtant, alors oui, docteur Leleu. Non, moi je disais que l'homme continue donc de devoir jouer un rôle. On lui a dit que la sensibilité c'était de la faiblesse, que la tendresse c'est de la mollesse. Donc, sauf l'homme nouveau qui est justement en train d'apparaître, l'homme pense toujours que être sensible c'est le contraire d'être agressif. Donc, il peut tout à fait s'ériger, être en érection, c'est quand il est dans l'agressivité, mais pour peu qu'il libère sa sensibilité, qui devient adorateur de la femme, il perd ce pouvoir infaillible d'érection, enfin qu'on lui veut infaillible d'érection. Alors autre chose qui a joué contre la satisfaction de l'homme, c'est que l'homme est doté d'un réflexe éjaculatoire, comme il disait Maïté, c'est-à-dire que chez lui, l'érection c'est un réflexe, pour peu que la sensibilité le gêne pas, et deuxièmement, l'éjaculation c'est un réflexe, et qu'il faut donc apprendre à maîtriser, parce que si on éjacule comme le font la plupart des hommes, j'allais dire c'est biologique, ça nous vient des singes supérieurs transmis depuis des siècles et des millénaires. Donc l'homme a un réflexe là qu'il ne peut pas contrôler, et toute l'humanisation de la sexualité va faire que l'homme va apprendre à contrôler ce réflexe. Mais effectivement, s'il ne contrôle pas ce réflexe, tout est fini en 3 minutes. C'est ce que les femmes appellent l'amour coq ou l'amour moineau. Hein. On saute, puis hop, on éjacule et c'est fini. Et pour être satisfait, il faut que la relation sexuelle dure et dure et dure. Et pour que ça dure des quarts d'heure, je ne donne pas de chiffres, je n'aime pas donner de chiffres, mais pourquoi pas des heures, il faut donc que l'érection se maintienne et pour cela ne pas éjaculer. Oui, mais c'est ce qui ressort de votre enquête, en l'occurrence m'a été sauvé, c'est qu'il y a aussi un manque d'apprentissage et donc un manque de maîtrise de la sexualité de la part des hommes. Ah oui, tout à fait. Mais en plus, ils en expriment le besoin parce que jusqu'à présent, quand on parlait du fait qu'un homme devait maîtriser son éjaculation, c'était pour satisfaire la femme. Mais on ne se pose pas la question de la mesure où lui est satisfait ou pas. C'est ça qui est grave, c'est que la société actuelle ne se pose jamais la question du plaisir de l'homme. Comme si c'était inné. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, donc, les hommes arrivent comme ça, sans aucune connaissance. Bon, alors, ils ont une relation plus ou moins rapide, ils se disent, bon, ça doit être ça, ils n'osent pas en parler aux copains, il y a des blagues entre copains, mais le fond, en fait, ils ne le connaissent pas. Donc, chacun, il va de son idée de la sexualité sans oser en parler. Et puis, le gros problème, c'est qu'ils pensent qu'ils ne sont pas normaux. Il y a énormément d'hommes qui se disent qu'ils sont inférieurs aux autres hommes sur beaucoup de plans, en particulier sexuels, parce que ceux qui n'arrivent pas à maîtriser leur éjaculation, et il y en a quand même beaucoup, et surtout quand ils sont jeunes. Et bon, dans le livre, j'ai dit, par exemple, il y en avait 37% qui étaient éjaculateurs précoces, pour ainsi dire, à vie, quoi. Et quand les gens ont lu le livre, ils m'ont dit, ah bon, on est autant, ben, ça me rassure, etc. Et en fait, rien que de savoir que c'est naturel, qu'il y en a beaucoup, et que finalement, c'est pas si compliqué que ça à maîtriser si on connaît un petit peu le mode d'emploi, eh bien, ça décontracte les hommes énormément parce qu'en fait, beaucoup rentrent dans un phénomène de peur. C'est-à-dire que ça ne marche pas un coup, que ce soit pour cette histoire ou pour une autre, hein, parce qu'il y a différentes façons de faire qu'une situation ne marche pas très bien avec une femme. Bon, bah, après, ils se disent qu'ils sont pas très bons sur le sujet, ils ont peur, ils recommencent, mais ça va pas très bien. Et ça fait une boucle. Et en fait, la peur de ne pas être encore à la hauteur, finalement. Oui, voilà. Et moi, ce qui m'a fait écouter les hommes, c'est que, justement, quand j'étais jeune, bon, il y avait le féminisme, etc. Et puis, les femmes réclamaient beaucoup de choses. Elles réclamaient le plaisir à partir des hommes, comme si c'était eux qui étaient détenteurs du plaisir. Oui, oui. Mais déjà, elles se rendaient pas compte que, finalement, elles se posaient pas la question, même les féministes les plus poussées, de savoir si l'homme, lui, connaissait le plaisir. Et moi, je me suis dit, mais enfin, puisque ça ne va pas entre hommes et femmes, c'est que quelque part, l'homme ne doit pas être satisfait. S'il était satisfait, il satisferait la femme. C'est que lui-même, il a quelque chose qu'il ne va pas exprimer sans doute, mais qui fait qu'il ne se sent pas à l'aise. Et c'est à partir de là que je suis allée creuser, en fait, et permettre l'expression masculine, parce que je me suis dit que crier sans arrêt après les hommes qui ne savaient pas agir, c'est que quelque part, fallait aller les aider, quoi. Donc pour vous, il y a une illusion finalement un petit peu de domination, parce que c'est vrai quand le peu à la rigueur que les hommes parlent de sexualité, en général, on ressent quand même une certaine confiance, une certaine certitude. Est-ce que c'est une illusion pour justement pallier parfois les doutes et la faiblesse? Énormément, je pense, hein, parce que les femmes, elles ne se rendent pas compte, les hommes sont beaucoup plus au courant, finalement, quand on parle avec eux, qu'ils sont dans l'illusion et dans le rôle, mais les femmes, elles y croient à ce rôle. Et c'est pour ça que maintenant... Est-ce qu'ils ont peut-être envie d'y croire, finalement, à ce rôle de domination? Pas de domination, mais elles ont envie de croire à la capacité de l'homme de prendre les choses en charge, parce que finalement, c'est... Alors ça, c'est une illusion, ça c'est sûr. Oui, c'est drôlement plus confortable. De prendre les choses, d'avoir quelqu'un qui prend les choses en charge et puis de lui dire, bah, il paraît que tu sais faire, donc vas-y, fais-le, quoi.
Mais en fait, quand on demande aux hommes de savoir tout faire, eh bien évidemment, c'est là qu'on voit les limites. Et c'est pour ça que les limites sont apparues. Parce qu'à partir du moment où les femmes ont demandé aux hommes de vraiment montrer complètement leurs capacités, il y a une limite. Oui, je reviens une minute sur le contrôle de l'éjaculation. Oui, alors oui, le fameux mode d'emploi dont on parlait. Voilà. Apparemment, c'est pas si compliqué. Alors, il va falloir nous le donner, Comme a docteur dit Leleu. Maïté, effectivement, les hommes le faisaient, continuent de le faire, pour permettre à la femme d'atteindre son niveau orgasmique. Mais bon, ça c'est très bien, c'est altruiste, c'est magnifique. Mais ils doivent aussi penser, et ça j'y insiste, que pour eux, c'est tout bénéfice aussi. Parce qu'au lieu de jouir 3 minutes, ils vont jouir des quarts d'heure et des heures. Et si finalement ils laissent l'orgasme arriver au bout d'un certain temps, c'est pas obligatoire, mais bon, on peut aussi le libérer au bout d'un certain temps, cet organe sera 10 fois plus fort que d'habitude. Et puis ils vont vivre avant des quantités de pré-orgasme, c'est-à-dire un orgasme sans éjaculation. Et puis un peu, je veux dire, au fur et à mesure que les corps se conjuguent, se serrent, se frôlent, se pénètrent, les plaisirs de tous les côtés montent. Je veux dire, la peau devient hypersensible, la peau de l'homme également s'élève, enfin son odorat, tout devient hypersensible. Donc les hommes gagnent, mais ils sont 10 fois plus jouisseurs que lorsqu'ils éjaculent en 3 minutes. En ce qui concerne l'éjaculation précoce, je dirais que c'est pas une maladie. En ce sens que simplement l'exagération de quelque chose qui est génétique, depuis les singes supérieurs à travers la préhistoire jusque maintenant. Donc simplement, alors les hommes disent mais comment il faut faire? Alors là j'ai fait dans le livre un plan maîtrise en plusieurs points très concrets, un mode d'emploi. Alors, très concret. Alors on va faire du concret. Alors par exemple. Alors bon, par exemple. Tout d'abord, il faut donc stopper tout mouvement, aussi bien la femme que l'homme, parce que parfois l'homme s'arrête, bon ça va venir, il s'arrête. Il faut repérer donc sur la courbe du plaisir ascendant le point annonciateur de l'éjaculation et puis le point de non-retour. À partir de ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Hein. On pourrait même vous enfoncer un poignard dans le dos, et puis sans c'est partout seul. Mais il y a un point d'imminence. Et là, donc, l'homme doit apprendre à repérer ce point. À ce moment-là, immobilité complète, mais il faut que la femme aussi s'arrête. Parce que si la femme continue de bouger, bah, ça va partir. Donc, tout d'abord, immobilité. Deuxièmement, alors des petites techniques, ça consiste à respirer profondément en remplissant l'abdomen et en serrant son muscle pubo coccygien, bon, c'est-à-dire le muscle qui est le muscle de Pyrénées, le serrer très fort. Pour repérer ce qu'est son muscle, ça paraît très technique, mais on est obligé de passer par la technique. C'est pas comme ça, en claquant des doigts, qu'on va maîtriser. Donc, respirer profondément, serrer son périnée. Le périnée, c'est ce muscle qui donc entoure l'urètre et qui va serrer l'urètre et empêcher donc l'éjaculation. Et bien pour ça, donc le périnée, c'est le muscle qui, lorsqu'on fait pipi, eh bien, lorsqu'on cesse pendant qu'on urine, c'est ce muscle-là qu'on serre et il faut repérer comment on fait pour serrer ce muscle-là. C'est technique, mais je répète, il faut savoir ça. C'est la gymnastique un petit peu. Voilà. Hein, donc on a repéré un jour, comme ça, en urinant, le muscle qui arrête l'urine, il arrête en même temps l'éjaculation. Bon, donc on serre ce muscle. Troisièmement, on détourne sa pensée de l'excitation. Donc on regarde plus sa compagne, on ferme les yeux, on essaie de chasser les fantasmes, on pense à un lac paisible, enfin donc on remplace dans le cerveau tout ce qui est excitant par quelque chose de paisible. Autre moyen aussi, c'est de fermer très fort les paupières ou enfin en tournasus de pousser avec la langue sur le palais. Voilà, c'est comme ça, il y a dans ce plan plusieurs astuces, mais tout homme doit y arriver. Alors plus on est âgé, mieux ça va, heureusement, tant mieux, bravo. Mais chez le jeune de 20 ans, c'est très dur, il a une espèce de libido. Alors les hommes me disent, c'est pas possible, mais s'ils font bien le plan, ils y arriveront, pourquoi pas? On va revenir sur cette sensibilité masculine qui vous tient à cœur, Maïté Sauvé, parce que c'est ce que vous dites dans votre livre, hein, il y a vraiment un vrai cri du cœur, que cette sensibilité masculine, elle est vraiment à travailler, que c'est une force pour accéder justement à l'épanouissement sexuel. Alors, comment vous pourriez expliquer justement aux hommes que cette sensibilité masculine est pour eux une force et non pas une faiblesse, une fragilité? Ben ça, on le voit en neurosciences à l'heure actuelle parce que il y a des découvertes qui ont permis de voir que les émotions et la sensibilité, par exemple, ça construisait même la raison. Alors que jusqu'à présent, on donnait l'impression que la sensibilité, donc, c'était une faiblesse, c'était quelque chose d'assez subjectif et que la raison était complètement dissociée du reste. Et alors le problème, c'est qu'on coupe les hommes en les éduquant
donc dans une sensibilité qu'ils doivent taire, eh bien, on les coupe de la partie la plus fondamentale de leur personnalité. C'est-à-dire que même les animaux fonctionnent sur le ressenti et sur les émotions. Parce que les émotions, c'est ce qui vous permet d'apprécier toutes les situations de l'existence. Alors, vous avez des émotions primaires qui sont un petit peu compliquées, comme la peur, comme etc. Et vous avez des émotions qu'on dit secondaires, qui sont gérées par le cortex cérébral, enfin, je dirais des fonctions un petit peu plus sophistiquées. Vous avez des émotions qui sont très fines et qui vont vous donner une échelle de valeur de toutes les situations. C'est-à-dire même quand vous faites des mathématiques, vous servez de cette échelle de valeur. Vous ne pouvez pas faire un placement financier sans vous servir de vos émotions, par exemple. Alors, sur le plan sexuel, c'est encore beaucoup plus important. Mais le problème, c'est que, justement, quand on dit aux hommes de se couper de leurs émotions, eh bien, on les entraîne à se couper de la partie fine qui va pouvoir gérer tout ce qui est difficile à gérer, entre autres la sexualité. Mais je peux vous donner un exemple des expériences qui ont été faites. Par exemple, il y avait un homme qui avait une ablation d'une tumeur dans la zone émotionnelle, je dirais, des émotions les plus fines. Et en fait, c'était un homme d'affaires très averti, directeur de société, etc., bon père de famille et tout ça. Et puis à partir du moment où il a eu cette ablation, eh bien, on lui a fait des tests, tout était bon. Pourtant, il était incapable de se gérer dans la vie de tous les jours et dans son travail. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il se produisait que, il allait rester travailler sur quelque chose qui n'avait pas d'importance. Il oubliait une réunion très importante, il allait faire du classement pendant des heures, etc., sans importance. Et en fait, on a compris qu'il avait perdu l'échelle de valeur pour mesurer toutes les situations. Donc les placements financiers, c'était complètement nul et il devait être mis sous tutelle, comme tous les gens qui ont eu des problèmes de ce type. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui montre à quel point les émotions construisent la raison, et c'est ce même type d'émotion qui va servir pour justement gérer les relations hommes-femmes. Donc c'est l'atrice. Voilà. Exactement. Et c'est ça qui est important à comprendre. Et donc ce qui est essentiel aussi, c'est de dire que justement la sensibilité, les émotions, c'est une base de l'être et c'est ni féminin ni masculin. Il y a un moment donné où ça va être féminisé ou masculinisé suivant son côté sexuel. Mais en fait, la base, c'est l'être humain. Et quand on dit que l'homme, il faut qu'il se rapproche de sa féminité, c'est un peu un mot piégé parce que la sensibilité, c'est forcément féminine, finalement. Voilà, alors qu'en fait, il y a des formes de sensibilité féminine et des formes de sensibilité masculine. Parce que quand vous êtes dans un conseil d'administration ou n'importe quoi, les hommes entre eux, vous voyez qu'ils réagissent sur une base émotionnelle. Les gens qui veulent prendre du pouvoir, eh bien, c'est pas raisonné, c'est d'abord une émotion qui leur donne l'énergie. Je critique pas en disant ça, hein, mais justement, c'est ça qui va donner l'énergie pour se battre pour quelque chose. Quelquefois, c'est trop fort, mais c'est quand même très émotionnel. Est-ce que finalement, il y a un décalage entre ce que la société impose, ce que les hommes montrent ou doivent montrer, et ce qu'ils sont réellement, docteur Leleu? Pendant toute la société patriarcale qui date de 15 000 ans, on a forcé les hommes à s'amputer de leur sensibilité. L'homme est un être amputé, comme la femme est amputée de sa part masculine. Bon, actuellement, donc, on libère l'anima, le yin, la part féminine de l'homme. Et j'ai bien aimé votre distinguo entre la sensibilité, la féminité qui est fondamentale chez l'homme, qui n'est pas propre à la femme, et qui est pas la même. Cette féminité n'est pas la même chez l'homme que chez la femme. Vous venez de le démontrer. Mais quand même, il y a deux écueils à cette libération de l'anima, de la féminité. Le premier écueil, c'est de trop développer son anima, et des pays en avance sur cette libération de la sensibilité de l'homme, comme en Suède, il est apparu des hommes mous. Et ça, les femmes ont horreur. Des hommes non pas sensibles, mais qui sont dans la sensiblerie. Alors ça, les femmes ont vraiment horreur. À la rigueur, elles préfèrent encore peut-être un homme macho, éventuellement, quoi. Le deuxième écueil, c'est que c'est... Un homme sensible, ça veut dire quoi pour vous? Parce que la différence entre la sensiblerie dont vous parlez, dont les femmes ont horreur, et la sensibilité. Un cas concret. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'un homme est sensible, et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il tombe justement dans le travers de la sensiblerie? Par exemple... On permet à l'homme de pleurer, par exemple, mais il ne faut pas qu'il pleure pour rien en voyant un film sentimental. Bon, donc, qu'il soit vulnérable, qu'il reconnaisse sa vulnérabilité, c'est bien. Mais être trop vulnérable, trop sensible, comme toujours, il y a un juste milieu, quoi.
Un juste équilibre. C'est-à-dire que c'est la notion de sensibilité qu'il faut voir un petit peu de plus près. C'est-à-dire qu'en allant dans l'idée qu'il y a une véritable sensibilité masculine et en la développant, c'est parce que justement, je crois qu'en mélangeant le féminin, c'est-à-dire que la sensibilité, c'est pas la possession des femmes, quoi. Hein, et il y a une sensibilité masculine qui est très spécifique, parce que justement, quand je parlais par exemple des hommes qui vont prendre des pouvoirs, bon ben là ils se servent de leur sensibilité masculine et ils s'en servent beaucoup trop fort en fait. Bon. Mais on peut développer une sensibilité très fine. En fait, je crois qu'un homme est très intéressant quand il devient très subtil. Et c'est pas pour ça que s'il est subtil, qu'il va aller vers de la féminité et de la sensiblerie, au contraire. Mais on a tout mélangé. Les hommes ont peur d'être subtils ou d'être nuancés parce qu'ils vont avoir peur d'être trop féminins. Bon, alors qu'en fait, ils peuvent être subtils dans leur masculinité, par exemple. Donc, il faut qu'on redéfinisse la sensibilité et qu'on permette aux hommes de s'exprimer dans leur sensibilité complète. Mais je dirais qu'elle est encore à définir. On va faire une petite pause et ensuite on va parler des femmes, parce que là aussi c'est difficile pour les hommes de trouver un équilibre entre des femmes qui veulent des hommes tendres, pleins de douceur, mais également une certaine virilité, masculinité. Donc on va chercher un petit peu le juste équilibre. On en parle juste après la petite pause publicitaire. Cette année, la tendance est aux poches. Avec ING Direct, votre épargne va vous rapporter plus d'argent. Plus d'argent, donc plus de poches. Beaucoup plus de poches. Épargne Orange, c'est 6% garantie jusqu'à fin 2007 et 50 € offerts. Appelez vite le 3220 et dites ING. ING Direct, créateur d'intérêt. Il y a des mois où le chèque fidélité Carrefour tombe vraiment à pic. Avec le programme de fidélité Carrefour, vous recevez chaque mois, chez vous, le chèque fidélité Carrefour qui cumule toutes les économies que vous avez réalisées. Avec le programme de fidélité Carrefour, les économies, c'est concret. Carrefour. La qualité Pour tous. Oui, c'est vrai. Les vacances, c'est génial, c'est sûr. Par contre, par là, c'est moins bien. C'est vrai, en vacances, tout change. Hein. On change ses habitudes, la nourriture, hein, puis on n'est pas chez soi. Alors, au retour, j'ai essayé le programme Activia. J'ai fait du sport, j'ai mangé sainement, un Activia tous les jours. Et dès 15 jours, j'ai senti que ça m'aidait à remettre de l'ordre. Je me suis sentie mieux. Activia, actif à l'intérieur. De retour sur Plateau du Bien-être, aujourd'hui nous nous posons une question. Les hommes sont-ils heureux en matière de sexualité? Alors, dans cette deuxième partie, on va parler plus précisément des femmes, puisque tous les deux, alors vous aboutissez au même constat, à savoir, en tout cas c'est ce qui revient de la part des hommes, trop de passivité. Pour reprendre un passage de votre livre, Maïté Sauvé, les femmes ne s'inquiètent jamais, elles ne se demandent jamais. Certaines sont d'ailleurs extrêmement passives. C'est ce qui ressort justement, c'est le type de réflexion que vous ont fait beaucoup d'hommes. Et alors, docteur Leleu, vous aussi, oui, aux femmes actives, au lieu de ces trop nombreuses occidentales qui attendent passivement que des mâles dévoués les prennent en main sans vouloir mettre la main à la pâte. Alors Didier, bonjour Didier. Vous allez bien Didier? Allô? Bien, vous? Bonjour Didier, très bien. Alors, vous êtes en total accord avec, justement, les propos de Maïté Sauvé et Didier Leleu. Trop de passivité. Oui, tout à fait. Alors, expliquez-nous. Je dirais principalement qu'il y a beaucoup de femmes qui connaissent pas encore bien leur corps et qui sont pas forcément à l'aise déjà sexuellement parlant. Donc, et c'est vrai que je trouve que d'expérience, il y avait énormément de femmes, j'ai côtoyé énormément de femmes en fait qui au lit étaient assez passives, donc
c'est l'homme qui fait tout l'effort et c'est vrai qu'on peut au bout d'un moment c'est discutable de se dire est-ce que je suis vraiment satisfait comme homme, parce que finalement c'est plus des fois c'est plus courir un 100 mètres ou bien ça peut être un peu seul en solitaire, c'est ça, un peu seul en solitaire, alors que l'homme et la femme doivent être finalement les co-créateurs de ce moment d'intimité. Tout à fait. Alors, trop de passivité, est-ce que vous pensez que c'est un petit peu la société, le modèle ancestral qui fait que finalement les hommes sont détenteurs du plaisir instinctif et que les femmes doivent être prises en charge par les hommes? Est-ce que vous pensez qu'elles sont encore dans cette démarche-là? Alors, je pense qu'il y a malheureusement encore une génération macho si j'ose dire comme ça, une vieille génération qui continue, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ce modèle-là d'expérience. Je dirais plutôt que c'est chacun, homme comme femme, qui doit découvrir ça, commencer par découvrir individuellement sa sexualité pour être à l'aise lorsqu'il ou elle se retrouve finalement dans une relation sexuelle à deux. Trop de rapports de force, trop d'attentes mutuelles? C'est bien possible. Je dirais que l'état d'esprit, on peut pas. Je pense pas qu'on peut globaliser dans un phénomène de société, mais je pense l'état d'esprit déjà dans la relation. Actuellement, ça fait presque 2 ans que je vis vraiment avec celle que je pense être la femme de ma vie. Et je me rends compte que effectivement la dynamique dans les rapports de couple est totalement différente. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes finalement satisfait sexuellement, Didier? Je dirais qu'il y a encore un peu trop de passivité, sauf que l'avantage c'est que vu que la relation est sérieuse et qu'on a un bon dialogue, ça change énormément de choses. On en parle finalement au fur et à mesure. Et je pense que si les hommes et les femmes se donnaient la peine de dialoguer davantage, il y aurait déjà un bout de chemin qui serait fait. Alors, vous restez en notre compagnie, Didier. Docteur Leleu, vous êtes pour le retour, je cite, des préceptrices du sexe qui enseignaient il y a quelques siècles l'érotisme aux princes et aux peuples d'Extrême-Orient. Ah oui, tout à fait. De même que ces prêtresses qui, en Mésopotamie, apprenaient à faire l'amour et recueillaient des hommes pour leur apprendre à faire l'amour. Mais là, les hommes actuellement, dans cette passivité, payent leur siècle, leur millénaire de répression de la sexualité de la femme. Et le pire des siècles est tout près de nous, c'est le 19e et le début du 20e, où donc la fameuse phrase d'une femme honnête n'a pas de plaisir était vraiment le but à atteindre. Non seulement une femme honnête n'a pas de plaisir, ne doit pas avoir de plaisir, mais n'en a pas. Les femmes s'étaient auto-convaincues qu'elles étaient frigides même. Donc ils payent actuellement par cette passivité. Bon. Et inversement, lorsque la femme est active, elle fait peur. Si la femme dans le lit prend si la femme dans le lit prend des initiatives, si elle réclame des choses, si elle exprime des désirs, si elle paraît connaître très fort la sexualité, l'homme a très peur parce qu'il se dit je vais pas arriver, premièrement, à la satisfaire, et deuxièmement, elle est tellement demandeuse, tellement chaude, entre guillemets, qu'elle va me tromper, quoi. Il y a plein de peurs. Puis les hommes aiment bien peut-être aussi rester maître à bord. Didier, est-ce que ça pourrait vous effrayer, une femme qui prend beaucoup d'initiatives? Si je peux me permettre, je voudrais juste intervenir sur un point. Je dirais que ce qui joue énormément dans les rapports, c'est la confiance en soi-même déjà. Oui. Parce que vous pouvez pas avoir une sexualité épanouie avec des personnes qui sont pas sûres d'elles-mêmes. J'en ai fait l'expérience, elles ne sont pas à l'aise sexuellement parlant, très souvent. Didier, vous seriez pas un petit peu suisse? Et oui, je vous appelle de Suisse. Ah, vous nous appelez de Suisse, voilà, je reconnais un petit peu. Oui, bien, je suis souvent à Paris, mais je vous appelle de Suisse. Bon, on vous embrasse, Didier, on vous souhaite une belle journée, merci de nous avoir appelés. Au revoir. Au revoir. Alors justement, ça fait peur aux hommes, des femmes qui prennent des initiatives? Dans une certaine mesure, oui, mais malgré tout, moi je vois en faisant des interviews comme ça un peu partout, à droite, à gauche, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit que quand ils demandaient à leur femme des caresses, elles refusaient.
Alors là, c'est pas des hommes qui avaient peur. Il y a des hommes qui ont peur de demander, qui se disent si je demande des caresses, eh ben, je deviens une femme. Quoi. Enfin, je veux dire, ils associent ça. Peut-être un refus, alors que finalement la femme serait oui, peut-être mais il y en a beaucoup qui le demandent, demandent, et même des jeunes et assez tôt, parce que ce que disent la plupart des hommes, c'est que la vue c'est bien gentil. Bon, quand ils ont une femme jolie dans leur lit, ça va bien quelques mois, mais au bout d'un moment, ça suffit pas pour leur donner des désirs, parce que c'est le toucher qui est le plus efficace pour la sexualité et qui est essentiel. Seulement là, les femmes sont pas au courant. Hein. Et donc la question qui va pas du tout, c'est le nombre de femmes qui refusent, même quand les hommes demandent. Alors pourquoi? Ça, je sais pas. Là, je me demande si c'est pas un peu de la flemmardise quand même. Oh là là, il le dit. Samira, c'est que vous, docteur Leleu, vous êtes allé demander justement aux hommes ce qu'ils aimeraient, leur envie, leurs attentes. Alors il y a beaucoup de plus. Hein, c'est une véritable litanie. Alors plus de plaisir, qu'elles soient plus actives, qu'elles parlent plus, qu'elles encouragent et admirent leurs hommes, qu'elles s'occupent plus et mieux du pénis, qu'elles initient ou acceptent plus de positions, qu'elles fassent plus souvent l'amour, qu'elles fassent plus de striptease. C'est beaucoup de plus parce qu'il manque beaucoup de choses finalement. Oui, c'est vraiment un cahier de revendications. Ah oui, là, c'est une revendication, c'est le cahier de doléances. Bon, mais je le fais avec beaucoup de tendresse, bien sûr. Et puis, de toute façon, j'ai chanté pendant 20 livres la femme. Donc, une fois, là, je me permets de les critiquer un peu. Et il est vrai que le besoin de... Par exemple, vous prenez le caresse du pénis. Peu de femmes savent vraiment s'occuper du pénis. Pour elles, c'est un objet balistique, qui va, qui vient, et puis c'est tout. Eh ben non, c'est plein de points érotiques merveilleux. D'ailleurs, je prépare un livre équivalent sur le vagin de la femme. On pense que le point G, puis c'est tout, il n'y a rien. C'est une constellation de points sensibles. Eh bien, le pénis, c'est aussi une constellation de points sensibles. Il y a des endroits très sensibles, comme le frein, par exemple. Le frein du gland, c'est vraiment le clitoris de l'homme, quoi. Et il peut faire des bonds de mètres si on sait bien le léchouiller, l'embrasser, le caresser. Donc, effectivement, la femme devrait apprendre plus l'anatomie, la physiologie et l'érotisme de l'homme. C'est réciproque, mais tous les deux vont apprendre le corps. Or, les femmes, non seulement elles ne savent pas l'érotisme de l'homme, mais elles ne savent pas leur propre érotisme souvent. Et c'est juste, c'est-à-dire que les hommes demandent et beaucoup de femmes refusent. Ah oui, tout à fait. Mais je crois que c'est parce que aussi elles trouvent ça donc confortable que ça vienne de l'homme et elles n'ont pas trop envie de se rendre compte des besoins de l'homme quand même. Il y a une forme d'égoïsme. Peut-être un sentiment d'être dominé, c'est ça peut-être? Non, mais je trouve qu'il y a une forme d'égoïsme chez la femme, en fait. Moi, j'ose le dire puisque je suis une femme, mais moi, ça me frappe, que je trouve que c'est pas normal, quelque part. C'est vrai que c'est pas obligatoirement facile de gérer la peur des hommes, mais enfin, c'est une excuse, faut quand même pas pousser. On peut donner un minimum, même dans la subtilité, on y arrive quand même. À part des hommes qui sont vraiment hyper traditionnels, ce qui quand même est en train de partir beaucoup, eh bien, les femmes peuvent s'adapter et essayer de satisfaire l'homme, parce que si vous voulez quand même dans les ruptures de couple, c'est souvent un des éléments qui intervient. Oui, c'est le moment du clash finalement, parce qu'il y a une insatisfaction mutuelle, il y a beaucoup d'aigreur, puisque chacun s'attribue justement l'insatisfaction sexuelle, ce qui est souvent le cas. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que les deux, le problème c'est ça, c'est que les deux n'en font pas assez. Surtout quand ils sont en couple, au bout d'un moment, l'homme ne sait pas caresser un clitoris, alors là, dans l'ensemble, il s'en occupe pas beaucoup, quoi. Même un petit peu, mais je dirais pour simplement avoir un droit d'entrée dans la plupart des cas, quoi. C'est peut-être un peu direct de dire ça, mais c'est la réalité. Blanche. Non, mais pour détendre la femme, pour qu'il puisse, autrement ça marcherait pas quand même. Donc il va faire ça, puis il se dit bon, faut faire un peu. Mais il s'inquiète pas de savoir ce que la femme va ressentir, et la femme s'inquiète pas de savoir ce que l'homme va ressentir. C'est qu'on fait l'amour de manière individualiste. Et à l'heure actuelle, on prône l'individualisme comme si c'était une religion. On va faire l'amour à 25 et on va pas se connaître et on va penser que ça va marcher. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Plus vous connaissez l'autre en détail, plus vous vous intéressez. Les gens qui sont satisfaits, ce qui est frappant, c'est qu'ils savent ce que l'autre ressent. Et ils aiment s'intéresser à ça. Donc c'est ça, et des deux côtés. Docteur Leleu. Maïté a prononcé un mot que je n'aurais pas osé prononcer moi, c'est le mot d'égoïsme. Mais bien souvent, on a l'impression effectivement qu'on passe des heures pour les éveiller, les satisfaire, et il n'y a pas toujours la réciproque. Hein. Bon, il y a aussi, là, faut le dire, les femmes anciennes, les femmes nouvelles. Là aussi, c'est comme les hommes, il y a des femmes de transition. Et la femme est moins généreuse en érotisme qu'on pourrait le penser, parce que c'est un être très généreux, la femme. Mais dans cette matière-là, elle l'est moins. Mais ces femmes nouvelles qui ont libéré leurs mains, elles sont alors absolument merveilleuses. Et vous dites aussi une meilleure connaissance du corps, à savoir que le problème chez les femmes, que n'ont pas en général les orientales, c'est le bassin. Ah oui, voilà. Alors ça, voilà.
Alors, je vous laisse, allez-y. Je vois le cri des cœurs. Quand un homme a fait l'amour avec une orientale et qu'il fait ensuite l'amour avec une occidentale, il est très déçu parce que tout est bloqué, hein, tout est soudé, le bassin, l'ischion, le fémur, la colonne vertébrale, tout ça c'est qu'un bloc. Et faire ce mouvement, alors il y a une très bonne expérimentation, enfin entraînement, c'est le hula hoop, ou bien dans certaines gymnastiques. La danse du ventre, un peu le hula hoop. Voilà, ou dans certains endroits on fait de la gymnastique, on apprend à délier ce bassin, et c'est complètement étonnant, quoi. La femme devient vraiment active. Elle s'empare du pénis, elle joue avec, elle ne va pas avec ses mains ou sa bouche, mais avec son propre corps, quoi. C'est fabuleux, quoi. Mais en plus, être active, la femme, il y a finalement tout intérêt, parce qu'être active, c'est demander, c'est oser, ce que je veux dire, accéder au plaisir. C'est même fidéliser un homme, entre guillemets, parce que les femmes cherchent beaucoup ça, pas totalement, enfin, je veux dire. Non, mais c'est vrai qu'un homme qui est satisfait, même si il a envie d'aller ailleurs, c'est pas le même besoin que quelqu'un qui est sur une frustration assez permanente. Quand le désir, c'est mou. Parce qu'il y a quand même des hommes, moi je trouve qu'ils sont quand même assez courageux, parce qu'il y en a qui sont pas satisfaits et ils essayent de tenir le choc aussi, il faut quand même le dire ça. Mais en ce qui concerne les danses, tant qu'à faire d'en préciser les choses, la plus efficace c'est la danse tahitienne à mon avis. Parce que vous avez, suivant les danses, vous avez des structures on serre les muscles d'une certaine manière, et la danse du ventre tahitienne est très efficace parce qu'elle fait serrer les muscles du périnée qui vont être utilisés dans la sexualité. Alors là, Maïté a dit une chose très importante, c'est de dire que, effectivement, faute d'érotisme, le couple peut se déliter, l'usure du désir peut arriver. Effectivement, on n'en sait jamais assez. Finalement, tous les Kama Sutras anciens ou modernes sont tout à fait moraux en ce sens que c'est l'art, faire l'amour, c'est bien et de façon subtile et variée. C'est comme si on avait 25 partenaires différents. C'est les termes même du Kama Sutra. Bien faire l'amour, c'est comme si on avait 25 partenaires. Pourquoi aller voir d'autres femmes ou d'autres hommes, puisque on est tellement bien avec cette partenaire qui est toujours en science. Prenons un exemple très concret encore. C'est que donc la femme a la possibilité de contracter son vagin, son muscle pubo-coccygien. Mais pour l'homme, donc, qui est à l'intérieur de la femme, ce mouvement que la femme fait avec son vagin et son muscle c'est son périnée, quoi. C'est fabuleux. Et dans le Kama Sutra, c'est marqué que une femme qui sait donc faire ce mouvement avec son vagin est plus précieuse que la reine des reines du monde entier, quoi. Et donc, on parlait tout à l'heure de gymnastique, mais c'est vrai qu'on fait souvent des émissions en matière de sexualité, et c'est vrai que c'est un muscle à travailler, même au quotidien, quand vous êtes assise, voilà. Seulement, le gros problème, par exemple, c'est le porno, si vous voulez. Quand vous regardez un film porno, vous n'avez aucune notion de ce que va être la femme dans ce côté actif, parce qu'elle est complètement passive. Vous voyez, le porno, c'est complètement vieillot et à côté de la place sexuellement, parce que c'est pas du tout efficace. Et le problème, c'est que les gens sont éduqués par ça, et ils voient la femme comme un réceptacle, l'homme actif est encore dans un rapport de domination, et on n'a aucune idée de ce qui va se passer à l'intérieur du corps de la femme, ce que l'homme va véritablement ressentir, et il n'y a pas d'éducation à l'heure actuelle à ce niveau-là. Et quant aux caresses, alors là, n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, c'est complètement à côté de la plaque. Et par exemple, la caresse, c'est quand même extraordinaire. Enfin, monsieur le connaît ça 10 fois mieux que moi, mais c'est vraiment votre sujet de prédilection, parce que vous avez vraiment écrit un livre qui est le traité des caresses, qui a été vendu. En fait, c'est la gloire du toucher. Mais il y a une chose, c'est que quand vous caressez, parce que maintenant, avec les études de neurobiologie, on voit ça, vous caressez lentement, eh bien, un corps, eh bien, vous développez la sortie de l'hormone de l'orgasme, l'ocytocine. Donc, on n'aille pas dire que caresser un corps, ça donne pas de plaisir, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont dire, oh non, ça c'est des histoires de femmes, mais c'est pas vrai. Les hommes qui sont dans leur corps et qui se connaissent, eh ben, ils apprécient ça énormément. Les hommes ont la même peau que les femmes, hein, savoir, vous le dites dans votre livre, 1 500 000 récepteurs sensitifs. Donc, vous voyez, puis la main qui est aussi... oui, au microscope et biologiquement, on est tout à fait pareil. Simplement qu'il y a une pression culturelle qui empêchait aux hommes d'être sensibles, d'être sensuels. Donc, un homme ne se laisse pas caresser parce que, mon Dieu, c'est pas viril, quoi, la caresse. Et par contre, la femme, dans sa passivité, il y a au moins ça, c'est qu'elle aime se laisser caresser. Et bon, elle est très bonne réceptrice à ce moment-là. Mais il faudrait qu'elle soit aussi
donneuse. Mais pour satisfaire les hommes, là, parce qu'il y a un truc très important, c'est qu'il y a une expérience sur les rats qui montre que des rats bébés privés de contact physique et d'affection, à l'âge adulte, sont démasculinisés. Ils ne savent pas procréer. C'est-à-dire quand ils n'ont pas eu le plaisir du contact physique, ils ne savent pas que c'est par le contact physique qu'on peut procréer. Donc en fait, la caresse, c'est le développement de la virilité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc quand les gens, justement, refusent la caresse, c'est un côté de leur virilité. Allez, on va passer à un appel. Rachel. Bonjour Rachel, on parlait du couple. Bonjour. Vous avez appelé. Vous allez bien Rachel? Oui, très bien. Alors, vous êtes en couple, vous Rachel, et vous avez trouvé la bonne voie vers le plaisir partagé. Oui, exactement. Enfin, j'étais très heureuse d'écouter votre émission. Là, je trouve ça très très intéressant, et notamment sur cette espèce de notion d'individualisme ou d'égoïsme qui est pas toujours facile à gérer au quotidien. Enfin, ce que j'expliquais hors antenne tout à l'heure, c'est que moi, avec mon conjoint, on s'est rencontrés assez jeunes. Et il y a quelques années, en fait, il y avait une espèce de pression dans notre couple sur le plaisir de l'un et de l'autre qu'on n'arrivait pas à trouver comme un espèce d'idéal. Et c'est vraiment à partir du moment où on a compris qu'on pouvait passer du temps uniquement sur le plaisir de l'un et de l'autre que cette espèce d'orgasme partagé était un peu idéal, que notre relation s'est vraiment améliorée, en fait. Donc, comme vous expliquez aussi, de s'attacher à la connaissance du corps de l'autre, de savoir quelles sont les parties exactes du plaisir. Et donc voilà. Vous avez quel âge Rachel? Moi j'ai 26 ans. 26 ans. Est-ce que vous avez le sentiment d'être satisfaite sexuellement, d'être comblée? Oui, avec moins de frustration, je dirais. Alors, les étapes par lesquelles vous êtes passé justement, c'est d'abord, vous vous êtes principalement intéressé à votre plaisir personnel. Est-ce qu'il y a justement, il y a un moment, il faut être un petit peu égoïste en amour quand on se rencontre? Je dis toujours... Oui, alors, allez-y Rachel. Est-ce que d'abord, il faut passer par une phase égoïste et ensuite, une fois qu'on connaît bien, qu'on a accédé soi-même à son plaisir, qu'on maîtrise mieux son corps, cette fois-ci, être dans l'échange? Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que je pense que tant qu'on n'a pas cette connaissance de soi, de plaisir égoïste ou individuel tout simplement, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, on peut pas toujours le découvrir à deux. Je pense qu'il faut parfois le découvrir seul pour comprendre qu'on peut le partager par la suite. Docteur Leleu, est-ce qu'il faut justement être un peu égoïste pour ensuite mieux donner? Moi, je dis toujours que la caresse et la relation sexuelle, c'est le plus grand des égoïsmes dans le plus grand des altruismes. Parce qu'on fait du bien, on se fait du bien. C'est vraiment tous les autres plaisirs des sens, l'audition, tout ça, c'est pour soi-même. Mais dans la relation sexuelle, on donne du plaisir, on en reçoit. Donc oui, il faut être égoïste, bien sûr, bien sûr. C'est en cherchant son plaisir qu'on éveille le plaisir de l'autre aussi. C'est ça qui est formidable dans l'amour. Puis c'est bien 26 ans, parce que là, vous avez encore des très belles années devant vous, donc l'apprentissage au quotidien, finalement, va à un moment porter ses fruits. Oui, tout à fait, oui, mais toute la vie, on se perfectionne. Rien n'est jamais acquis, voilà, on se perfectionne. On vous embrasse, Rachel, merci de nous avoir appelés. Beaucoup. Vous avez une super émission. Ah, c'est gentil, merci Rachel, au revoir. Au revoir. Pascal par téléphone, on parlait du désir qui s'émousse au fil des années. Pascal, bonjour. Pascal? Oui, bonjour. Vous allez bien Pascal? Oui. Vous nous appelez d'où? Oui, on vous entend. Oui, très bien. Alors, vous nous appelez d'où, cher Pascal? D'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence. Ouh là là, la chance. Alors, le désir qui s'émousse, ça concerne un petit peu votre couple, et d'ailleurs souvent beaucoup de couples en France d'ailleurs. Hein. Pascal? Oui. Alors, racontez-nous un petit peu. Ah, oui, alors donc... C'était pour savoir, au bout d'un certain nombre d'années de vie commune, ça se passe très très bien, ça s'est toujours très bien passé. Et puis j'ai constaté que mon mari, ces derniers temps, ne trouvait pas autant de plaisir qu'avant. Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce qu'il l'a verbalisé? Non. Alors comment? Oui. Vous l'avez suspecté? Je l'ai senti, oui, parce qu'on se connaît bien quand même. Il a quel âge, si on peut demander? Il a quel âge et ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble? Ça fait 20 ans. Et il a quel âge, le monsieur? Il a quel âge, votre époux, Pascal? Il a 42 ans. Et c'est naturel aussi, hein? Enfin, je veux dire, le fait que l'homme ait moins de plaisir, déjà quand on est en couple... C'est pas le plaisir, est-ce que c'est... Là, on parle de plaisir ou de désir? Parler de plaisir, j'ai l'impression. Parce que la question que j'ai, moi, c'est comment relancer le désir. Alors là, on parle de plaisir, voilà, d'accord. Ce que je disais, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand le couple continue, on sait déjà que le taux de testostérone chez l'homme baisse.
Donc le plaisir, il faut renouveler pas mal de choses pour que le plaisir revienne. Alors, renouveler pas mal de choses, ça c'est vague, c'est flou, on va aller du côté du concret avec le docteur Leleu, concrètement. Mais là, je vais me permettre de parler de biologie, en présence de Maïté. C'est que certaines caresses, et soyons toujours très concrets, la caresse de la zone sexuelle et des bourses en particulier font monter le taux de testostérone, ce qui est bon pour le couple. Mais surtout, la caresse en général, parce que donc pendant le plaisir sexuel, l'orgasme, le taux de dopamine fait un grand pic, et puis retombe, puis il reste plus grand chose dans les jours qui suivent. Mais par contre, la caresse entretient l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Ça veut dire que faut pas se contenter dans un couple de faire l'amour, mais entre deux, faut continuer à se cajoler, à se caresser, à se câliner, parce que là, on secrète de l'ocytocine. Alors, je suis pas réducteur, mais c'est comme ça. Et les couples qui durent sont des couples qui se caressent en dehors même des relations sexuelles. La sexualité, en général, on la limite à la pénétration, mais c'est beaucoup plus large qu'une simple pénétration, bien finalement. Entendu, mais tout à fait. C'est ce qui entretient, c'est ce qui empêche l'usure du désir. Alors, ce qui empêche l'usure du désir, c'est de faire l'amour en maîtrisant l'éjaculation, de faire la caresse intérieure, qu'on appelle maintenant le tantrisme, et puis entre deux, de continuer à se cajoler, à se caresser. Parce que l'hormone ocytocine, là, c'est aussi l'hormone de l'orgasme. C'est celle de l'attachement, mais c'est aussi celle de l'orgasme. C'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir. Pascal, est-ce que vous êtes une adepte des caresses, une préceptrice des caresses? Oui. Pascal? Oui, moi je suis adepte, oui. Vous êtes adepte, lui-même l'est, est-ce que vous êtes préceptrice? Moi je reconnais que je reconnais que je suis pas... je pense que dans ce sens, je dois beaucoup changer parce que j'aime bien plus recevoir que donner, en fait. Ah, bah oui, mais alors attendez, si vous donnez pas, comment vous voulez passer? Au moins, c'est honnête. Oui, mais c'est bien, c'est voilà, bien. Au moins, vous reconnaissez. Au moins, ça fait une piste pour l'avenir. J'adore les caresses, mais c'est vrai que je suis pas très active, voilà. Au niveau des caresses, donc c'est pour ça que je voulais demander, en dehors des caresses classiques dans l'acte physique, quoi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui n'était pas du tout sexuel, en tant que, je sais pas, dans le corps, les mains, les jambes, chez un homme, s'il y avait d'autres zones... Alors les zones, c'est vrai dès lors qu'on parle des hommes, on pense à une seule zone, celle du sexe. Voilà, mais moi je parle d'autres zones, parce que bon, quand... Docteur Leleu. Oui, alors justement, ce qu'on pourrait reprocher aux femmes, mais c'est encore une fois de notre faute, on n'a pas développé notre sensibilité cutanée, nous les hommes. Donc les femmes savent que la seule chose qui nous intéresse, c'est le pénis, lequel d'ailleurs se manifeste automatiquement. Même si la femme recherche de la tendresse, cette partie de nous s'érige automatiquement. Mais donc, moi je distingue trois cercles. Il y a le premier cercle qui est la zone sexuelle, qui est vraiment le pénis lui-même chez l'homme. Et puis ensuite, il y a le second cercle qui est ce qu'il y a autour, les bourses, le périnée, les replis entre les cuisses, tout ça. Voilà. Et puis la troisième cercle, c'est toute l'immensité du corps, mais le lobe des oreilles, le conduit auditif. Mais est-ce que c'est subjectif ou est-ce qu'il y a une zone, parce que je vois le temps qui passe, est-ce qu'il y a une zone de prédilection ou alors c'est très subjectif? Mais chacun a sa zone. Ouais. Chez tel homme, ça peut être l'orteil, chez tel autre homme, ça peut être la nuque, le cuir chevelu. Toute zone peut être orgasmogène. Donc allez faire un petit circuit géographique du côté de sa peau, Pascal, mais essayez peut-être de le surprendre, ça va peut-être le surprendre justement si vous voyez que s'il voit que vous vous intéressez à son plaisir, à son désir. Et vous, Pascal? Oui. Hein, peut-être, Pascal, c'est l'occasion de le surprendre et d'appréhender. Je vais chercher. Ah bah voilà, voilà, je vais me mettre à l'œuvre. Très bonne initiative, Pascal. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Et on rend l'antenne parce qu'on est déjà en retard. Très belle journée, Pascal. Merci infiniment d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Docteur Gérard Leleu, comment le rendre fou de vous avec, bien sûr, ces petites zones géographiques des caresses aux éditions Le Duc. L'homme nouveau expliqué aux femmes, également aux éditions Le Duc. Et Maïté Sauvé de l'insatisfaction masculine. Les hommes sont-ils heureux aux éditions Jouvence. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 10h, 11h. Passez une excellente journée. À demain.